Il fut un jour un pays en Afrique méconnu du reste du monde. Et ce pays était riche. Il y avait suffisamment d'or pour faire pâlir l'Eldorado. Mais il était surtout plein de potentiel, tel un diamant brut. Et un jour vint un homme qui avait l'ambition de le polir. Un empereur qui marquera l'ancien monde et dont la légende résonne encore de nos jours. L'empereur du Mali, Mansa Moussa. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Histoire d'ailleurs. Comme promis dans le dernier épisode, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'un des hommes les plus influents et célèbres du Moyen-Âge africain, qui est également l'un des hommes les plus riches de l'histoire, le Mansa du Mali, Moussa, également connu sous le nom de Keïta. Son histoire est finalement assez courte, mais très remplie, et son règne aura une influence profonde sur son pays. Moussa est une figure assez emblématique de l'Afrique subsaharienne, qui encore aujourd'hui fascine beaucoup de monde. Et cette célébrité a hélas donné naissance à beaucoup de rumeurs et d'approximations à son sujet, qui viennent hélas cacher certains pans de la vie de Moussa qui sont tout aussi intéressants. Et c'est de tout ça dont il est question dans cet épisode. Son histoire, bien sûr, mais également les mythes l'entourant. Alors installez-vous bien, faites-vous un bon jus de bissap, car aujourd'hui, nous allons parler de l'homme le plus riche de l'histoire. En 1312, l'empereur du Mali, autrement dit le Mansa du Mali, était Aboubakari Keïta le second. Et ce Mansa était passionné de navigation. Il s'était d'ailleurs mis une sacrée idée en tête. Il était persuadé qu'il y avait une terre de l'autre côté de l'Atlantique. Et il avait la ferme intention de l'atteindre. Pendant des années, il planifiait une expédition. Et le jour J, 200 navires furent envoyés à l'ouest, avec pour ordre de ne pas revenir sans avoir atteint ses côtes lointaines. Ou au moins pas tant qu'il leur resterait des vivres. Pendant longtemps, on n'eut pas de nouvelles de ces navires. Puis, un jour, un seul bateau rescapé revint. Le capitaine expliqua au Mansa que la flotte avait rencontré une puissante rivière au milieu de l'océan et qu'elle avait coulé tous les bateaux, excepté le sien. Mais Aboubakari ne se découragea pas pour autant. Il monta alors une seconde expédition, cette fois forte de 3000 navires dont il prit lui-même le commandement. Et il partit ainsi, à la tête de son armada, à la rencontre de son rêve. Il ne revint jamais. Il ne donna plus jamais signe de vie, et il n'y a aucune preuve qu'il ait réalisé son rêve. Mais avant de partir, il nomma un régent pour s'occuper du royaume en son absence. Et quand il devint clair que Aboubakari ne reviendrait jamais, celui-ci devint le nouveau Mansa du Mali. Cet homme, vous l'aurez compris, c'était Moussa. Alors une petite parenthèse, toute cette histoire est encore à prendre avec des pincettes. En effet, le seul à l'avoir jamais raconté était Moussa en personne, et ce à des historiens égyptiens. Historiens à qui il racontait également que l'or au Mali sortait de terre comme des légumes. Toujours est-il que Moussa devint le nouveau Mansa. C'était un homme pieux et dévoué à l'islam, ce qui facilitait d'ailleurs le commerce transsaharien. Mais il était surtout ambitieux. Il y avait de très grands projets pour son empire. Pour commencer, il ordonna l'annexion des villes de Gao et de Tombouctou, des villes aux situations très avantageuses. Mais ce n'était qu'un début. L'un des souhaits les plus chers de Moussa était de faire du Mali un pays admiré et reconnu. En effet, et malgré sa richesse, peu de gens à l'époque s'intéressaient au Mali, même au sein du monde musulman et encore moins en Europe. Il prit donc la décision d'effectuer ce qui sera l'une des plus grosses opérations de propagande de l'histoire, son pèlerinage à la Mecque. L'objectif était de laisser une image de pays riche et généreux, et de faire assez forte impression pour que leur légende se propage aussi loin que possible. Et après des préparations méticuleuses, il prit son départ pour son pèlerinage en 1324. Et il ne partit pas seul. En effet, il emmena avec lui ses servants. Beaucoup de servants. 60 000 hommes, tous vêtus de soie persane et de bijoux, dont 12 000 esclaves portant chacun près de 2 kilos de barres d'or. Il y avait aussi des héros, également vêtus de soie et transportant des bâtons en or et des chevaux. Il amena, en plus de tout cela, suffisamment de vivres pour entretenir la caravane, ainsi que 80 chameaux transportant chacun de la poudre d'or. Une fois arrivé de l'autre côté du Sahara, l'opération séduction fut lancée à plein régime. La gigantesque procession était déjà très impressionnante et suffisait à attirer les foules. Moussa, quant à lui, donnait de l'or aux passants par poignées. Et en musulman exemplaire, il bâtissait également une mosquée tous les dimanches. Moussa attirait tous les regards, y compris ceux de personnes haut placées. Ainsi, en arrivant au Caire, le sultan l'invita à son palais. Moussa était franchement peu emballé, et il essaya tant bien que mal de se dérober. Mais les messagers étaient très insistants, et Moussa finit par accepter. Mais une fois arrivé, lorsqu'on lui demanda d'embrasser les pieds du sultan comme le souhaitait la coutume,
Moussa était très loin d'apprécier et il refusa tout net. La discussion se tendit alors instantanément et Moussa finit par accepter, afin d'éviter un incident diplomatique, qui non seulement serait dangereux pour lui et sa suite, en plein milieu du territoire égyptien, mais endommagerait également les efforts de propagande du Mali. S'ensuivit alors une discussion entre les deux monarques. Le sultan proposa de loger Moussa et toute sa suite, et Moussa laisserait une partie de son immense fortune en Égypte. Une fois cet accord conclu, Moussa put alors visiter la ville, et plus particulièrement ses marchés. Il continuait, bien évidemment, à donner de l'or aux passants, mais il achetait également énormément de souvenirs, et ce à des prix délirants. Il dépensa et donna tellement d'or durant son séjour que selon certaines sources, le cours de l'or en Égypte s'effondra complètement. En effet, l'afflux soudain d'une telle quantité du métal avait fait baisser sa valeur. Si bien qu'en revenant de la Mecque, Moussa essaya de limiter les dégâts en empruntant de l'or à des prêteurs du Caire, et ce à des taux d'intérêt astronomiques. Au final, ce pèlerinage fut un franc succès. L'opulence et la générosité de Moussa impressionna partout où il passa, et les récits parlant de lui se propageaient à toute vitesse. Mieux encore, cela lui permit d'attirer à lui des savants, qu'il put ensuite emmener avec lui. Ainsi, il rentra au Mali avec des artistes et des architectes. Sur le retour, il apprit que ses armées avaient fini de recapturer Gao et Tombouctou. Petite parenthèse, un fait assez notable pour l'époque. Moussa avait quitté le Mali durant 1 an, en laissant au pays des héritiers et une puissante armée, et il n'a pas été détrôné. Ceci aurait été absolument impensable dans bien des pays, et ça en dit très long sur la stabilité du Mali et le pouvoir de Moussa sur celui-ci. Il fit donc un passage dans ces nouveaux territoires, et il en profita pour commencer à disséminer les savants qu'il avait emmenés avec lui, et ainsi lancer une série de projets culturels. Il ordonna ainsi la construction de nombre de mosquées et d'universités, et plus particulièrement à Tombouctou. En effet, la ville restait assez mineure comparée à Gao, mais sa situation géographique, à proximité du fleuve Niger et pas loin du Sahel, avait attiré l'intérêt de Moussa, qui en fit alors l'un de ses projets personnels. Ainsi, il y ordonna la construction d'un palais, de la mosquée de Djingareber, ainsi que du médersa de Sankoré. Et il continua bien évidemment de bâtir des écoles et des mosquées, et ce tout en installant ses savants musulmans. Tout cela provoqua une accélération de la propagation de l'islam, et permit ainsi de favoriser le commerce avec les nations voisines. Cela permit également de faire croître en importance les villes commerciales, telles que Gao et particulièrement Tombouctou, qui devint par la suite un véritable centre culturel. En 1330, Tombouctou sera d'ailleurs capturée par le royaume de Mossi, dans l'actuel Burkina Faso, mais elle sera cependant vite reprise, poussant ainsi Moussa à faire fortifier la ville avec un fort, des remparts et une armée, protégeant ainsi la ville. Moussa finira par s'éteindre quelques années plus tard, mais les dates et circonstances restent assez douteuses et contestées. En effet, le nouveau Mansa, Magan, commença son règne en 1332. Cependant, certaines sources indiquent que Moussa aurait prévu d'abdiquer en faveur de son fils, et serait en fait mort peu après son retour de la Mecque en 1325. D'autres encore prétendent qu'il serait encore vivant lors de la prise de la ville de Tlemcen en 1337. Mais au final, son départ du trône coïncidera avec l'affaiblissement du Mali, son règne ayant été l'âge d'or de l'Empire. Moussa est un cas très intéressant dans la culture africaine, car il est l'un des rares dirigeants africains à être assez connu dans la culture populaire, et ce principalement grâce à son pèlerinage. Et lui sont associées un certain nombre de légendes, concernant principalement sa richesse, et on va voir maintenant si elles tiennent debout. Déjà, et comme je vous l'ai dit plus tôt, il existe une rumeur selon laquelle il leur donnait tellement d'or en Égypte lors de son pèlerinage qu'il en aurait fait chuter le cours. En effet, il est parti en pèlerinage avec 80 chameaux, chacun portant entre 23 et 136 kilos. Et en donnant autant d'or d'un coup, la valeur de ce métal aurait tellement baissé qu'elle ne reviendrait pas à son cours normal avant une décennie. Un phénomène d'ailleurs décrit par Aloumari en 1350. Le site smartasset.com fait d'ailleurs une estimation des dégâts. En estimant la quantité d'or totale transportée par les chameaux, soit 32 tonnes environ, ils estiment les pertes engrangées par la dévaluation de l'or à 1,5 milliard de dollars actuels. Mais si on commence à regarder de plus près, eh bien des problèmes commencent à apparaître dans cette version de l'histoire. Déjà, Moussa a effectué son pèlerinage du Mali jusqu'à la Mecque. Il a fait une grosse escale au Caire, certes, mais il a également visité bien d'autres villes. Tanger par exemple, comme expliqué d'ailleurs dans notre premier épisode sur Ibn Battuta. Et il a continué à donner de l'or aux passants tout du long de son voyage. Il a donc donné bien moins que 32 tonnes au Caire. Ensuite, c'est un phénomène assez peu décrit par les historiens de l'époque. Voici une liste des historiens ayant évoqué, plus ou moins en détail, la visite du Mansa au Caire. Et parmi eux, seuls 4 ont mentionné la chute du cours de l'or.
Al-Umari, comme évoqué précédemment, prétend que la valeur d'une pièce d'or a chuté de 3 dirhams, et il prétend également que les conséquences se feront sentir pendant 12 ans. Ibn Kathir, lui, estime que la valeur d'une pièce d'or a chuté de 2 dirhams. Al-Makrizi penche plus sur 6 dirhams, et Ibn Hajar, lui, certifie que la baisse du cours a eu lieu, mais ne donne aucun chiffre. Donc, même si les chiffres varient pas mal, on peut raisonnablement supposer que Moussa a bel et bien eu un impact sur la valeur de l'or. En revanche, ce n'était pas une chute catastrophique. Voici une table présentant le cours de l'or au Caire en fonction des années. Les années sont notées selon le calendrier hégérien, utilisé par les musulmans. La visite de Moussa en 1324 correspond donc à l'an hégérien 724. On y voit donc que selon Al-Umari, le cours d'une pièce d'or cette année était de 25 dirhams pour une pièce d'or, mais a chuté de plus de 3 dirhams. Et même en prenant le pire scénario, selon Al-Makrizi, le taux serait de 19 pour une. Un taux pas très différent des 20 pour une, souvent en vigueur par le passé. D'ailleurs, le taux aurait connu un soubresaut similaire l'année suivante, allant de 25 pour une à 20 pour une selon Al-Makrizi, qui attribue d'ailleurs cette chute aux émirs mamelouks qui auraient alors vendu une quantité énorme de bijoux. Il est donc assez peu crédible que Moussa ait déréglé le cours de l'or sur le long terme, comme prétendu par Al-Umari. C'est donc hélas une simple légende très exagérée. Une autre idée très répandue sur Moussa est celle selon laquelle il serait l'homme le plus riche de l'histoire. Et il a clairement de sacrés arguments pour s'attribuer ce record. Mais les informations sur ce sujet sont généralement très douteuses, alors faisons un peu de tri. Si vous avez déjà lu un article sur Moussa, vous avez probablement déjà vu cette estimation de sa fortune, reprise par à peu près tout le monde. 400 milliards de dollars. Ce chiffre vient du site Celebrity Net Worth. Mais ce site n'explique pas comment ils ont obtenu ce chiffre. Ni aucun autre d'ailleurs, au point où je me demande s'ils l'ont pas sorti au pif. En fait, quand on demande à des experts d'estimer la fortune de Moussa, la réponse est à peu près toujours la même. C'est impossible. La fortune de Moussa est bien trop vaste et son évaluation dépend de beaucoup trop de facteurs pour pouvoir obtenir un chiffre assez précis. En fait, même les historiens de l'époque ont bien du mal, ne serait-ce qu'à trouver des mots pour décrire sa fortune, si bien qu'ils redoublent d'hyperbole. Mais on peut au moins se faire une idée de la magnitude de sa richesse. La fortune de Moussa provenait principalement de ses mines. Des mines de sel, des mines de cuivre, et surtout des mines d'or. Selon le British Museum, Moussa possédait à lui seul 50% des réserves d'or de l'Ancien Monde. Et ce, à une époque où l'or était en très forte demande et avait une énorme valeur. Certains estiment d'ailleurs la production annuelle d'or du Mali à 1 tonne par an à l'époque, un chiffre qui était alors absolument hallucinant, étant donné les outils à leur disposition. Le manque de sources précises reste à déplorer, mais une chose reste sûre, Mansa Moussa était immensément riche. Sur ce point, les histoires à son sujet sont très loin d'exagérer. Mais si on parle souvent de sa fortune, on évoque beaucoup moins son influence sur la culture et le développement malien. Le meilleur exemple restant celui de Tombouctou. À force d'y faire construire des écoles et des mosquées, cette ville de taille et d'importance assez relative à l'époque, finira par devenir un des plus grands centres culturels d'Afrique. Son industrie du livre se développa d'ailleurs considérablement. Des livres du monde entier y étaient amenés pour être copiés et stockés, et principalement dans la bibliothèque de Sankoré, qui finit d'ailleurs par devenir la plus grande bibliothèque d'Afrique, avec environ 1 million de manuscrits. Un proverbe soudanais disait d'ailleurs « Le sel vient du nord, l'or du sud, et l'argent du pays des hommes blancs. Mais les mots de Dieu et les trésors de la sagesse ne sont trouvables qu'à Tombouctou. » Son image auprès des autres nations était d'ailleurs excellente. Son pèlerinage fut un succès retentissant, ce qui lui permit de mettre le Mali sur les cartes du monde. Littéralement d'ailleurs. En effet, les histoires sur Moussa se transmirent du monde musulman jusqu'en Europe, où certains marchands commencèrent à inclure le Mali sur leurs cartes commerciales. Un bon exemple serait l'Atlas catalan, dessiné en 1375, représentant le Mali avec Moussa, portant un sceptre et une couronne d'or, tout en inspectant une pépite. Cependant, la plupart des observateurs étrangers ne connaissent de lui que son pèlerinage, qui était minutieusement calculé pour donner une bonne image, d'où leur enthousiasme à son sujet. Mais si on essaie de trouver des sources internes au Mali, on obtient un tableau un peu plus contrasté. En effet, quand on s'intéresse au récit de Griot, des conteurs traditionnels maliens, ceux-ci semblent bien plus critiques à l'égard de Moussa, l'accusant d'avoir gaspillé le trésor hors du pays et de délaisser les croyances culturelles traditionnelles au profit de l'islam. D'ailleurs, une fois Moussa parti du trône, le Mali commencera un long déclin, aboutissant à la morcellation puis disparition de l'Empire. Les causes de cette déchéance sont diverses et assez peu sûres. On évoque parfois les inégalités sociales, dues à l'esclavage, à la peste noire qui trouvait un chemin à travers le désert, ou à la croissance fulgurante de villes commerciales.
Mais certains soupçonnent également les dépenses vertigineuses de Moussa. En effet, les Mansa suivants seront beaucoup plus regardants sur leurs dépenses, comme Ibn Battuta a pu en faire l'expérience par exemple. Il est donc envisageable que les comptes maliens aient été énormément perturbés par les grandes dépenses de Moussa, et ce au point de fragiliser la nation elle-même. Mais tant que nous n'avons pas accès aux livres de comptes maliens de l'époque, eh bien nous n'aurons jamais de certitude sur ce sujet. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que Moussa est clairement l'homme le plus influent de l'histoire de son pays, et que son investissement dans la culture, ainsi que dans la propagande, ont fait vivre ses plus belles heures à l'Empire du Mali. C'était un roi riche, certes, mais c'était surtout un grand roi. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu. Il a pris un peu plus de temps que prévu à faire, et bon, j'espère qu'il sortira pas trop tard. Mon objectif c'est toujours de faire une vidéo par mois, donc je vais essayer de m'y tenir. Je vous promets rien, mais je vais faire de mon mieux. J'ai déjà des nouvelles idées de sujets pour le prochain épisode, donc je vous en dis pas plus. Mais n'hésitez pas à en proposer, hein, ça peut toujours être utile. D'ailleurs, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. C'est le début de la chaîne, c'est vraiment super important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Je suis pas sûr de pouvoir y arriver, mais en tout cas, je ferai de mon mieux. Je vais aussi mettre certaines sources, en tout cas, en description, pour si ça vous intéresse, pour pouvoir creuser un peu plus ce sujet. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé, et à bientôt.